6 minutes à Klakou, dans la préfecture des Lacs, même heure à Kassena, dans la préfecture de Tchaoudjon. Toutes nos excuses pour ce décalage très noté de cette émission. Vous l'aurez compris, la raison est celle de la pluie qui a empêché nos invités d'arriver à temps, mais parmi eux, il y a un qui a pu braver la pluie pour arriver. Et lui, vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous sommes dimanche 2 octobre 2022. Bienvenue dans ce premier rendez-vous du 10e mois de l'année 2022. 2 évangiles, une annonce et des divers au menu de notre messe du jour, de ce jour. Fonya Simbe en visite au Japon, le démarrage du mandat de Gilbert Fossou Humbo à l'OIT, entendu l'Organisation internationale du travail, la rentrée scolaire, la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, puis le comité de suivi de la CEDEAO au chevet de la crise ivoiro-malienne et le nouveau putsch au pays des hommes intègres. Voilà les chapitres à égrener avec sur ce plateau Germain Essohanam Pouli, directeur de publication du magazine Togo Réveil, à qui je souhaite vraiment une cordiale bienvenue et à qui je dis merci pour avoir fait diligence en bravant la pluie pour venir sauver cette situation, la messe. C'est avec un plaisir que je viens à la paroisse de TV2 avec le curé Eric Talandais que je salue ici, donc c'est plutôt avec plaisir. C'est vrai que la pluie nous a retardé un peu, mais on est là, toutes nos excuses pour tous les spectateurs pour ce retard. Je serai accompagné dans cette messe côté technique par d'abord de l'autre côté de la régie, c'est Emmanuel Lagou à qui je dis merci pour son accompagnement technique, et devant moi directement c'est Mohamed Takaya qui va nous capter et puis remettre à Emmanuel qui va nous distribuer sur vos petits écrans partout où vous êtes. Vous allez écouter la revue grâce au montage technique de Marguerite Sintaya, qui a donc assuré le montage des éléments que vous allez suivre en fond, en images et en son. Le chef de l'État Faure Essozina Nyasingbe était au Japon vers la fin de la semaine qui s'achève, où il a été perçu de loin par notre journal, le journal Togo Réveil, et notre confrère Germain Pouli. Dites-nous, Germain, qu'est-il parti chercher au Japon alors qu'on l'attendait plutôt du côté du Mali, au milieu de ses pairs, pour essayer de réfléchir sur la crise qui lie le Mali à la CEDEAO et plutôt à la Côte d'Ivoire. Toutes nos excuses, vous savez, tout concourt au bien et au mal de tout. Excusez-moi pour les petits butages. Oui, tout à fait normal. Voilà. Et ça nous arrive à nous tous. Oui. Le président, comme vous l'avez dit, était attendu, en tout cas, était annoncé au Mali, à l'issue encore du sommet extraordinaire et spécial de la CEDEAO qui s'est tenu donc à New York sur la crise ivoiro-malienne, donc relative à ces 46 militaires qui sont détenus là-bas, qui sont accusés d'être mercenaires par le Mali, et ce que refute la Côte d'Ivoire qui donc
se bat pour obtenir la libération de ces 46 militaires. Donc le Togo, tout comme le Sénégal et le Ghana, était le pays dont le chef d'État était attendu, annoncé en tout cas d'abord le mardi à Bamako. Après, Bamako a envoyé un courrier à la CEDEAO pour dire qu'il ne pourrait recevoir les émissaires de la CEDEAO que le jeudi, donc ce qui fut fait. Et paradoxalement, donc ce jeudi-là, le président de la République était en entretien avec le Premier ministre japonais, et on apprenait alors que depuis 2 jours déjà auparavant, le président togolais était au Japon, évidemment pour renforcer la coopération qu'il y a entre le Togo et le Japon, une coopération de très longue date, une coopération qui est régulièrement entretenue et que le chef de l'État togolais veut voir renforcer. Et il en a aussi profité pour assister donc, aux obsèques du Premier ministre japonais, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a été abattu donc, lors de la dernière élection donc, au Japon, lors de la campagne à cette élection. On sait que le Togo et le Japon tiennent de très longues relations d'amitié, de coopération. Le Japon agit beaucoup dans notre pays sur les questions de développement au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture également. Et aujourd'hui, le Togo attend du Japon à travers son agence de coopération internationale, la JICA, qu'elle appuie le Togo dans la réalisation de sa cartographie numérique, parce que le Togo aujourd'hui ambitionne d'être le hub du digital dans la sous-région ouest africaine. Donc, et dans cette vision-là et dans ce processus-là, le Togo a besoin de la contribution du Japon, qui est un pays dont personne n'ignore aujourd'hui l'évolution sur le plan industriel, sur le plan technologique. Là, on a vu que le président togolais était beaucoup plus sur un front de coopération de développement du Togo plutôt que sur le plan ouest africain où on l'attendait, surtout les Maliens l'attendaient. Les Maliens avaient dit qu'ils supposent qu'ils recevaient le président du Togo, qui est le médiateur que eux-mêmes ont choisi, accompagné de 2 autres chefs d'État. Ils estiment que dans la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, le président du Togo qui les comprend et qui sait comment leur parler, donc c'est le seul leader en qui ils ont confiance et à qui donc ils accordent également un respect, sauf que c'est un peu discutable quand on voit les dernières positions que le Mali a eu aux Nations Unies, où il se met pratiquement à dos toute la communauté internationale, où il s'attaque évidemment aussi non seulement au secrétaire général des Nations Unies, mais aussi à des présidents membres de la CEDEAO, ceux de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et donc finalement c'est le chef de la diplomatie togolaise que le président Faure a plutôt dépêché au Mali. Et Assimi Goïta, donc déjà dès le jeudi, il avait tweeté, il a publié qu'il a reçu 2 chefs d'État. Finalement, le Sénégalais aussi n'y était pas, il a été remplacé par le président de Gambie, donc il y était avec le président du Ghana, Nana Addo Akufo, donc qui ont été reçus par Assimi Goïta, qui après les avoir reçus déclare être attaché à la souveraineté du Mali, mais dit toujours être disponible donc pour un dialogue. Au finish, il n'y a pas eu une grande déclaration à l'issue de cette rencontre, c'est dire qu'il n'y a pas eu une grande conclusion, il n'y a pas un grand résultat, mais le grand absence, le président togolais, les Maliens l'attendaient, les autres également l'attendaient, pour dénouer cette crise-là, et on espérait que sa présence là-bas aurait pu favoriser peut-être la libération immédiate de ces 46 militaires. Disons que ce n'est que partie remise,
voilà, on revient sur sa visite au Japon pour voir si vous avez des indiscrétions par rapport à ce qu'il a pu rapporter du Gabon. Et puis, on dirait que le chef de l'État est vraiment diplomatiquement sur le terrain. Il n'y a pas longtemps, il était encore dans d'autres pays. C'est dire que vraiment, il veut relancer le Togo par la diplomatie. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut dire que le chef de l'État n'a pas beaucoup voyagé ces derniers temps. Il y a eu déjà un peu plus d'une dizaine de jours la TICAD, donc ici en Afrique. Donc c'est le sommet Japon-Union africaine, et le président s'est fait représenter par la présidente de l'Assemblée nationale. Après, il y a eu la 67e session des Nations Unies où le chef d'État y était, le président n'y était pas. Il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, qui a d'ailleurs eu à transmettre le discours du président de la République là au siège des Nations Unies, un discours qui a été assez applaudi, oui, sur lequel on reviendra d'ailleurs, voilà, par plusieurs Africains. Mais après, je crois qu'il a choisi d'aller au Japon parce que c'est un pays avec lequel le Togo entretient donc de très longues relations. C'est un peu déjà sous Yadema. On se rappelle dans les années 80, un certain Sasakawa, un milliardaire Sasakawa, était venu personnellement au Togo. Et après, on a vu un geste assez éloquent que les Japon n'oublieront jamais. Quand ils parlent de leurs relations avec l'Afrique, c'est... Surtout sur le plan technologique. Hein? Non, je parlais du geste du président fort. Vous savez, il y avait eu un tsunami au Japon qui a dévasté une localité du Japon, et le président est allé visiter cette localité-là. Et il a offert, je crois à l'époque, 20 000 dollars à la Croix-Rouge japonaise pour soutenir les sinistrés dans cette ville-là. Et je vous avoue que pour un pays développé comme le Japon, qui n'avait pas besoin d'une aide venant du Togo, le geste a été fortement salué. Et aujourd'hui, quand le Japon diffuse souvent les images de sa coopération entre l'Afrique et le Japon, entre lui et l'Afrique, cette photo symbolique de ce don du chef de l'État togolais à la Croix-Rouge japonaise est toujours diffusée pour dire que l'Afrique est également proche du Japon dans les moments difficiles. Et donc je pense que c'est dans cette continuité-là que le président a fait d'une pierre deux coups. Il assiste aux obsèques d'un Premier ministre qui a beaucoup fait aussi pour le Japon et qui a été malheureusement abattu dans des circonstances pas non encore élucidées lors de la campagne électorale, et donc il se devait donc d'aller honorer cet homme-là, mais en même temps il a mis son séjour à profit pour rencontrer l'ambassadeur et surtout le nouveau Premier ministre avec sa délégation pour discuter donc de plusieurs sujets d'intérêt commun, surtout des priorités en termes de coopération. Bon, alors on n'a pas annoncé concrètement s'il y a eu des accords qui ont été scellés, mais je pense que quand on va pour une visite comme ça, ce n'est pas forcément qu'on revient immédiatement avec des accords, mais vous verrez que dans les semaines ou les mois à venir, les traces de cette visite-là ou les conséquences heureuses de cette visite-là se feront constater sur le terrain, mais on a quand même décrit les grandes lignes sur lesquelles le Togo attendait énormément, donc un partenariat du Japon, et je pense que ça va se faire. Merci beaucoup Germain pour cet éclairage. Votre journal consacré donc sa une à cette visite qui intervenait vers la fin de la semaine et vous a rattrapé, vous l'avez relayé. Merci pour cette information. L'autre annonce qui doit nous donner du sourire aux lèvres est donc le démarrage de son mandat par l'ancien Premier ministre togolais Gilbert Fosso-Humbo à la tête d'une organisation très importante, l'organisation
international du travail OIT en qualité de premier Africain à la tête de cette institution. En bon togolais, Germain, ça doit vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, en bon togolais, surtout en bon africain, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un Africain arrive à cette hauteur-là au sein de cette institution et pour occuper la direction générale donc, de l'Organisation internationale du travail. Donc c'était en mars dernier. Ça a été vraiment un événement pour toute l'Afrique qui salue l'arrivée à ce poste-là d'un Africain. Et pour nous, c'est encore une fierté plus grande parce que c'est un Togolais. C'est un Togolais qui a réussi à gravir les marches donc, des grandes institutions au sein de l'ONU. Il était au niveau du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA, dont il assurait la présidence. Et c'est de là aujourd'hui qu'il se retrouve à l'OIT, qui est une organisation beaucoup plus importante aussi, avec plus de 187 pays, donc membres de l'OIT, et qui regroupe dans son sein les représentants des gouvernements, des employeurs ainsi que des travailleurs. Donc c'est une organisation qui joue un grand rôle au sein de l'ONU. Vous savez qu'on dit généralement c'est le travail qui crée la richesse, et l'ONU pense qu'on ne peut avoir la paix aussi que si on arrive à assurer à un maximum d'êtres humains un travail décent. Donc aujourd'hui l'OIT travaille à faire la promotion donc, de l'emploi, d'un travail décent, à essayer de travailler également pour que les hommes et surtout les femmes aient accès aussi à des emplois décents, et veut travailler aussi et surtout pour qu'il y ait une certaine universalisation de la protection sociale. Donc tous les travailleurs qui travaillent puissent être protégés des risques liés au travail. Et vous savez que dans nos pays, plusieurs travailleurs ne sont pas du tout couverts. Les gens qui vont au boulot, qui font des accidents, qui ne sont pas pris en charge par leur employeur, des gens qui sont au boulot, qui ont eu des accidents qui ne sont pas pris en charge, des gens qui quittent le boulot, qui ont des accidents qui ne sont pas pris en charge, et certains, des gens qui travaillent, qui ne sont pas payés. Et certains même travaux qui sont dangereux même pour la santé, et pour lesquels les employeurs ne protègent pas suffisamment les travailleurs. Donc tous ces droits-là sont promus par l'OIT, donc qui a un travail assez important. Donc Ungo a fait donc la passation de service avec une personnalité anglaise qui occupait ce poste-là depuis plusieurs années déjà, et l'Afrique compte sur lui aujourd'hui sur les défis majeurs auxquels sont confrontés les travailleurs, notamment la vie chère, le panier de la ménagère. Vous savez qu'aujourd'hui les salaires que les travailleurs gagnent à travers le monde ne permet pas de couvrir cette charge. Et donc c'est de gros défis auxquels aujourd'hui l'OIT est confronté, et donc Gilbert Fossou-Ngbo aura beaucoup à faire, mais connaissant l'homme, ce qu'il a pu faire déjà au sein des instances de l'ONU, également ce qu'il a pu faire lors de son passage ici au Togo à la primature de 2008 à 2012. Donc on est confiant qu'il pourra relever ce défi-là, même si les défis sont grands, même si l'environnement et la période sont beaucoup plus complexes qu'avant. On espère qu'il saura tirer son épingle du jeu. Tout à fait, nous l'espérons, nous le soutenons sur toute la ligne. Mais le plus grand défi déjà qui plane sur plane sur sa tête, c'est ce problème de enseignants et élèves emprisonnés, dont il paraît que le dossier serait déjà sur sa table à l'OIT là-bas. En tout cas, on a eu l'information à confirmer ou à infirmer. Non, je n'ai pas cette son pays là qui
voilà, concerné. Je passe cette information, mais c'est possible qu'elle arrive là-bas parce qu'il est là pour garantir donc les intérêts des travailleurs. Mais comme je le disais, c'est une organisation au sein de laquelle on retrouve les représentants des gouvernements. On retrouve les employeurs en général, qu'ils soient du privé ou du public, et puis les travailleurs. Donc ce sont des questions qui pourront être discutées là-bas. Mais avant même d'arriver à l'OIT, je crois que même les travailleurs ici peuvent saisir la justice togolaise. Il y a un tribunal du travail. Qui peut se pencher dessus. Si leurs droits sont violés, ils pourront déjà saisir les juridictions ici. Moi, je pense que il ne faut pas avoir l'habitude de contourner les instruments nationaux dont on dispose, parce que sous prétexte qu'on n'a pas confiance en la justice, sous prétexte qu'on pense que les juges n'auront pas le courage de condamner l'État au cas où l'État avait tort, et les gens préfèrent transporter les litiges à l'international. Mais je pense que il faut donner l'occasion aussi aux juges que nous accusons tout le temps de faire leurs preuves, peut-être de se rattraper ou peut-être de montrer aussi qu'ils veulent bien travailler. Et aujourd'hui, le Togo est très engagé dans la modernisation de la justice, et les juges aussi prennent beaucoup plus de liberté par rapport aux politiques, et il y a des procès spectaculaires dans lesquels l'État a perdu. On se rappelle la dernière fois dans notre domaine où de nos confrères a attaqué la HAC à la justice, il avait remporté le procès, et ça a été fait par des juges togolais. Donc contrairement à certains peut-être qui auraient dit c'est pas la peine de saisir la justice, ce n'est pas évident qu'elle puisse condamner une institution de l'État, ça a été fait. Donc moi je pense qu'il faut donner l'occasion ou la chance à notre justice de faire son travail ou de se rattraper selon ce qu'on pense d'elle. Et donc il faut toujours explorer et utiliser les voies dont nous disposons sur le plan national. Maintenant, on peut toujours aller au-delà, aller à l'OIT, mais je n'ai pas l'information sur cette affaire. Je vais chercher. Bon, mais si elle y est, le nouveau directeur général, il ne le fera pas en tant que Togolais, mais il est là pour garantir l'intérêt des travailleurs, un travail décent donc à tous les travailleurs dans tous les pays du monde, et donc il pourra se pencher sur ce dossier-là, voilà, sans état d'âme, avec la neutralité qu'il faut, comme vous l'avez dit. Et donc espérons que si l'État a tort dans cette affaire, donc l'OIT aussi puisse garantir les intérêts de ces travailleurs-là. Mais encore une fois, moi j'aurais préféré, je ne sais pas si l'on fait ou pas, mais qu'ils saisissent déjà la justice togolaise, et aussi, s'ils veulent, ou parallèlement, faire au niveau de l'OIT. Merci beaucoup, Germain. Justement, ces élèves et enseignants sont en prison alors que la rentrée scolaire, elle, a démarré le 26 septembre dernier et boucle déjà une semaine, une rentrée dont le démarrage effectif a été constaté par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe et ses collaborateurs. Voici ce qu'ils ont vu et constaté à travers ce survol de la presse qui a zoomé sur ces lecteurs. Pour ces lecteurs. Rentrée scolaire 2022-2023 effective au Togo. Notre vision d'Afrique qui s'appuie sur le constat de terrain fait par l'exécutif. Madame Toméga Dogbe, Premier ministre à la tête d'une délégation, a visité plusieurs établissements du Grand Lomé, dont le lycée Agonivier Centre, où elle a salué le bon démarrage de la rentrée, comme le souligne Togo Presse. C'est dans la sérénité et sur fond d'innovation probante que la rentrée s'est déroulée, relève l'Union pour la patrie. Idem dans Gazelle Info, pour qui la rentrée s'annonce sous de bons auspices. 38 867 enseignants
9107 établissements, 1700 enseignants en besoin. C'est le dispositif humain et technique mis en place pour cette rentrée, placé sous le signe de l'enseigner autrement, comme le précise le messager, qui fait allusion aux réformes qu'est en train d'opérer le ministre Kokoroko des enseignements primaires, secondaires et techniques. Et pour éviter toute perturbation, apprend-on de l'éveil de la nation, des dispositions seraient prises. Parmi ces dispositions, le recrutement de plus de 3000 nouveaux enseignants à l'issue des résultats du récent concours de recrutement des fonctionnaires de l'enseignement, comme le journal le précise. Selon le Mania Libéré qui s'apitoie sur le sort des parents d'élèves, cette rentrée intervient dans un contexte de vie chère, mais précise que des mesures sont heureusement prises par le gouvernement pour soulager leur peine. Travaillons ensemble à assurer une éducation inclusive et de qualité à nos enfants. C'est l'appel lancé par le ministre Adédié Kodjo aux élèves de la région maritime lors de sa tournée de constat le jour de la rentrée. Il est relayé par le changement. Arakiri relève les tares à combattre à tout prix par Kokoroko, qu'il félicite déjà pour une éducation de qualité. Chronique de la semaine s'est lui aussi intéressé aux mesures prises par le gouvernement dans ce secteur et qui garantissent une rentrée et une année scolaire tranquille. Tout est bien parti pour une éducation de qualité, martèle le dialogue qui nous informe que les nouvelles recrues dans le secteur ont été déployées sur le terrain. Reprise effective des classes, plafonnement des prix des fournitures scolaires, gratuité aux primaires et aux secondaires, recrutement de 3000 enseignants. Voilà le pari gagné par le gouvernement pour cette rentrée, comme le relève Nouvelle Opinion. Rentrée scolaire avec ou sans bavette, se demande Méga Info. En tout cas, fait observer Écho du pays, le gouvernement a fait sa part. La balle est dans le camp des acteurs. Super Doji acclame Flambeau qui salue les prouesses de l'homme en matière de réforme et de résultats obtenus. Permet vraiment le pari gagné malgré cette vie chère. Hein? Oui, le pari est gagné pour le gouvernement qui a d'abord réussi à offrir donc aux élèves une rentrée sans difficulté majeure, c'est-à-dire que vous saviez que depuis quelques années, à la veille des rentrées, il y a déjà des menaces de grève au niveau du corps enseignant avec plusieurs revendications, et cette année il n'y a pas eu du tout cela. Donc c'est déjà un succès. Ce succès n'est pas seulement à l'actif du gouvernement, il est aussi à mettre à l'actif des enseignants aussi qui ont finalement accepté et observé la trêve que le gouvernement a proposée. Et à ce sujet-là, la chef du gouvernement a justement félicité le fait que cette trêve a été finalement respectée, ce qui permet donc de reprendre les classes dans de bonnes conditions. Paris gagné aussi surtout parce que finalement le gouvernement a pu régler un des plus gros problèmes aujourd'hui qui est l'effectif des enseignants. C'est d'avoir pu recruter pour cette rentrée 3000 enseignants qui ont été déployés, qui renforcent aujourd'hui l'effectif des enseignants qui passe à plus de 38 000 enseignants dans notre pays. Ce qui fait que aujourd'hui on sait, l'enseignement est la priorité du gouvernement. Les enseignants sont le plus gros effectif des travailleurs de l'État.
plus de la moitié donc des fonctionnaires de l'État sont des enseignants. C'est dire qu'aujourd'hui l'État met assez de moyens pour les enseignants, et Paris gagner aussi parce que le gouvernement s'est engagé à construire 5000 salles de classe donc tous les ans pendant 5 ans pour éviter qu'il y ait 80 et 100 élèves donc dans les classes. Et aujourd'hui vous allez constater que certaines de ces infrastructures là ont pu être mise en place, et ce qui a fait que les salles aussi ne sont pas aussi pléthoriques qu'elles l'étaient. Donc, qu'elle était il y a 2-3 ans. Voilà. Et autre élément aussi, c'est la vie chère, on en parlait. Malgré la vie chère, finalement, le gouvernement a fait de son mieux. Il a pris une mesure pour plafonner les frais sur les fournitures scolaires, même si elle est un peu tardive, elle a eu quand même son... Voilà. Et maintenant, pour le collège, le secondaire, le lycée, donc les frais sont gratuits. Donc les parents n'ont pas eu à payer pour inscrire leurs enfants dans les écoles publiques, et j'ai eu la chance, l'occasion de rencontrer plusieurs parents donc qui s'en félicitaient. Et plusieurs mesures aussi ont amené à la disparition des faux frais qui existaient dans les établissements. Et donc moi j'ai eu un parent d'élève qui me dit, mais chaque année je dépensais 60 000 au moins pour mon enfant. Cette année je n'ai dépensé que 3 000 francs. Bon, alors il était tout content, et je pense que là aussi un effort a été fait, et donc aujourd'hui on peut que dire que le pari est gagné. Il appartient aux enseignants de poursuivre déjà ce qu'ils ont commencé par faire, et dont on a vu quand même les résultats à la fin de l'année, surtout dans les classe d'examen. L'année dernière, il y a eu quand même de très bons scores. C'est à mettre à l'actif des enseignants qui ont fait un grand travail. On souhaite qu'ils continuent dans ce sens-là. Également aux élèves, pour que les parents ont consenti d'énormes sacrifices, parce que ça n'a pas été facile pour faire la rentrée des élèves. Donc les parents se sont endettés pour la plupart. Pour assurer cette rentrée-là, il faut que les élèves prennent la mesure du défi qui leur revient. C'est comme l'a titré le journal Écho du pays. Le gouvernement a fait sa part, donc chacun de nous les autres acteurs de faire leur part, de jouer leur partition. C'est exactement cela. Et donc pour l'une des rares fois, on peut dire que progressivement aujourd'hui les problèmes dans le secteur de l'éducation sont en train d'être réglés à la grande satisfaction de tous les acteurs et de tous les Togolais. Germain, puisque je suis dans les rouages du secteur, et on nous annonce, et c'est déjà effectif, en termes de qualité de l'enseignement, il y a une très grande avancée dans la revue, dans la réactualisation et dans les réformes des programmes. Déjà cette semaine, la semaine de demain, commence une série de formations des enseignants sur les nouveaux programmes, et surtout sur l'APC, une nouvelle forme d'enseignement qu'on appelle APC, approche par compétence. Alors déjà demain, pour une semaine et plus, les enseignants partent pour soutien à la matière. Et je pense que le problème de la qualité de l'enseignement est en train d'être résolu et pris en compte. Et puis on annonce, le ministre l'avait annoncé dans une émission à la télévision togolaise, annonce reprendre, rouvrir les ENI et puis l'ENES pour la formation. C'est aussi à mettre à l'actif de Kokoroko et du gouvernement. Oui, tout à fait. Vous savez que l'une des priorités récentes, c'est la qualité de l'enseignement, et ça passe non seulement par les effectifs et les infrastructures sanitaires, mais par la formation des enseignants. Et donc, il y a assez de volontaires à l'époque qui étaient dans l'enseignement et qui préalablement n'avaient pas une grande formation. L'État donc s'est engagé à permettre à ces volontaires-là de se mettre
à niveau, donc d'être formés. Et ceux qui ont été recrutés, les 3000, ont été formés avant d'être donc déployés sur le terrain. C'est-à-dire que désormais, on ne veut pas avoir d'enseignement sans compétence avant de dispenser des cours, ce qui est une bonne chose. Le ministre Kokoroko a promis s'attaquer désormais aux problèmes dans l'enseignement privé et confessionnel. Je pense que là aussi il y a beaucoup à faire parce que plusieurs enseignants aussi là-bas ne sont pas qualifiés, mais je pense que l'État peut faire les choses parallèlement, former à la fois les enseignants du public et en même temps ceux du public. Donc là, les réformes sont en cours et je crois qu'aujourd'hui on ne peut que se féliciter de la vision du gouvernement dans ce sens-là, mais également de l'adhésion de tous les acteurs. N'oublions pas qu'il y a un cadre de concertation qui a été mis en place par le gouvernement et qui traite de toutes ces questions-là. Et au sein de ce cadre-là, on a tous les représentants des acteurs de l'éducation, y compris même les parents d'élèves, donc ce qui fait quand même qu'il y a une sorte d'unanimité autour de la vision que l'État ou le président veut imprimer à l'éducation au Togo. Et aujourd'hui, il y a une certaine adhésion à cette vision-là et on voit les fruits déjà qui sont portés sur le terrain et on salue aussi le travail de qualité de certains de ces acteurs-là, dont le ministre Kokoroko, le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara. On n'oublie pas aussi le ministre délégué de l'enseignement technique en charge de l'artisanat aussi, qui fait un travail assez important. Et aujourd'hui, vous savez que l'enseignement aussi, on va vers la pratique, vers les métiers de main, vers les métiers qui sont qui ont de l'avenir sur le marché de l'emploi, et avec la création des IFAD et tout cela, où on forme de nouvelles compétences. Et tout cela, je pense que dans quelques années, ça va permettre à la jeunesse togolaise de s'émanciper, d'être plus outillée pour faire face aux défis de l'emploi. Paris gagné, Germain, par Kokoroko, mais Germain, il y a cette affaire d'élèves et enseignants détenus qui continue de le hanter, n'est-ce pas, Germain, un scorpion dans le sac de cette année scolaire encore? Je pense que l'État a bien fait les choses, mais l'État pourrait mieux faire les choses s'il permettait à ces élèves-là qui ont déjà raté l'année scolaire passée de pouvoir se rattraper cette année parce qu'ils ont été suffisamment punis. Et on a un élu du peuple, directement, du net, qui a pris sur lui de faire un plaidoyer pour ces élèves-là qui sont encore détenus. Il a fait sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on aurait bien voulu qu'il le fasse aussi dans un cercle plus approprié au sein de l'Assemblée, où je pense que ça aurait, avec l'appui de la présidente de l'Assemblée, porté un peu plus. Mais c'est déjà un début et ça, c'est un peu le ressentiment général, c'est de dire, bon, ces élèves-là, ils ont totalement déconné pour la plupart et ils se sont mis dans une situation qui ne devait pas être la leur, et ils se sont engagés dans une lutte qui n'est pas la leur du tout, peut-être par la faute de certains enseignants qui les ont induits en erreur, mais je pense que ils ont assez payé déjà. On les a suffisamment tiré. Maintenant, voilà, c'est un plaidoyer qui est fait aujourd'hui pour que les autorités, bon, je ne pense pas que c'est le ministre des enseignements primaires seul qui est responsable de cette situation, ça engage aussi la sécurité, la justice, donc tout le gouvernement, donc il faut que tout le gouvernement voit le cas de ces élèves-là, parce que pour la plupart ils sont adolescents, encore jeunes. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent se rattraper aussi. Et la punition ne devrait pas les briser, mais plutôt leur donner une leçon. Et donc on espère que le gouvernement fera un geste dans ce sens-là. Et vous avez parlé aussi des enseignants, ça aussi c'est une autre paire de manches. Certains ont déjà perdu leur boulot, certains ont été reversés dans la fonction publique. Je pense que pour la fonction publique, on n'a pas
à plaider pour eux parce qu'ils sont appelés à servir là où leur employeur trouve qu'il y a un besoin. Mais pour ceux qui ont perdu leur emploi aussi, je pense qu'il faudrait faire quelque chose parce que vous savez que quand quelqu'un ne travaille pas, c'est pas lui seul qui est concerné, ce n'est pas sa femme et ses enfants seuls qui sont concernés, mais c'est d'autres parents et d'autres proches donc, qui vivaient de ce boulot-là, qui se trouvent affectés. Maintenant, vous le disiez que l'affaire a été portée dans les instances internationales. Bon, j'avais une option beaucoup plus sur les instances ici, mais en même temps, il faut aussi passer par des couloirs. Il y a des enseignants qui ont présenté des excuses en temps. Certains ont eu gain de cause. On espère que ceux-là qui ont perdu leur boulot aussi s'inscriront dans cette logique-là de chercher à avoir la clémence des membres du gouvernement si ils avaient tort, si finalement ils se révèlent que l'État était en droit de les licencier, mais ça reste quand même un problème social assez difficile en ce moment de vie chère où les gens cherchent à augmenter leurs revenus. Quand quelqu'un perd son revenu, c'est une situation très difficile. Du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale tenue à New York, c'est Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, et un certain Maïga, premier ministre du Mali, qui ont craché la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité aux hommes au col blanc, c'est-à-dire aux Occidentaux. Son discours a retenti dans plusieurs rédactions dont je vous propose la revue. Le haut de la tribune de la 17e session de l'Assemblée générale des Nations unies est suivi par Vision d'Afrique. Certains ne veulent tout simplement pas que l'Afrique soit un continent fort, a crachoté professeur Robert Doucet dans son discours cité par l'Union. Nous sommes invités à des actions concrètes pour répondre aux nombreux défis qui fragilisent notre monde. Autre déclaration faite par le ministre philosophe, repris par Gazelle Info. À New York, souligne l'intelligent, Robert Doucet aurait profité pour vanter sans réserve le combat du Togo contre le terrorisme. Le messager a tout simplement repris la déclaration de Doucet à cette rencontre à la page 4 et à la page 5. Il n'a pas passé sous silence l'environnement socio-économique du Togo comme le relève l'éveil de la nation. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour accélérer le processus d'inclusion de toutes les catégories sociales, aurait rassuré M. Doucet, rapporté par le journal. Revenant sur le continent, indique le Mania Libéré, le ministre togolais des Affaires étrangères, représentant le Togo à cette rencontre, a laissé entendre que l'Afrique ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances qu'elles soient. Il est cité par le Mania Libéré. Selon Symphonie, Robert Doucet est en train de lancer le défi d'une Afrique insoumise. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris, a-t-il encore martelé et relayé par Le Changement. Selon Chronique de la semaine, le ministre Doucet a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité du Togo à la 17e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le dialogue de conclure, Robert Doucet prône pour une Afrique plus forte. C'est vraiment un discours sans langue de bois. Alors, quelles leçons peut-on tirer des discours des deux, surtout de Robert Doucet? Vous l'avez suivi, ce discours, et puis
dirais que c'est un discours sans langue de bois. Oui, ça a été un discours qui se situe un peu dans la toute dernière sortie du Togo sur les différentes crises à l'échelle internationale. Se dire que Robert Doucet allait livrer aux Nations Unies le discours du président Faure Gnassingbé et un peu sa position sur les questions internationales. Aujourd'hui, l'Afrique ne trouve plus son compte dans ce qui se fait à l'échelle internationale, et on a vu quand la guerre en Ukraine a déclenché, l'Afrique s'est abstenue tout simplement donc de voter les sanctions que lui proposaient les Occidentaux. Et on a vu aussi quand la crise malienne est allée à un certain niveau, le président togolais a pris sur lui d'aller à l'encontre des autres pour négocier la levée des sanctions contre le Mali, pour dire que les sanctions n'étaient pas la seule solution ou la solution la plus efficace. Donc il fallait aller au dialogue et à la discussion, et on a compris des propos donc, du ministre Robert Doucet, qui reprenait encore une fois le discours que devait prononcer le chef de l'État à New York, que l'Afrique aujourd'hui ne veut pas s'aligner. L'Afrique est consciente qu'elle a utilisé pour appuyer, satisfaire les intérêts des autres. L'Afrique a compris qu'elle n'est pas respectée, l'Afrique a compris qu'elle n'est pas traitée de manière équitable. Donc l'Afrique réclame une autre approche de ses relations et partenariats avec les autres pays, surtout les pays occidentaux. Donc Robert Doucet a été assez clair et il l'a dit. Et je crois qu'à la différence du Premier ministre malien, Robert Doucet a dit plus ou moins la même chose, mais avec beaucoup plus de respect, et avec beaucoup plus de courtoisie, mais ça n'a pas empêché que ce soit un discours de vérité que les autres aussi ont eu à écouter, et sur lequel ils devraient penser, réagir et revoir et façonner leurs relations. Robert Doucet a été clair, il dit aujourd'hui l'Afrique ne veut plus être francophone, ne veut plus être anglophone, lusophone, tout ça, russophone. L'Afrique veut être africanophone, donc être pour l'Afrique. Et je crois que c'est une vision partagée par bon nombre d'Africains. Et vous savez que ce discours du président Faure, qui a été repris par Robert Doucet, a eu un grand retentissement sur le plan international. Et beaucoup ont apprécié le ton, contrairement à celui du Premier ministre malien, qui a été un peu plus un ton va-t-en-guerre, même si qui portait certaines vérités, la violence et le manque de respect, excusez-moi le terme, par lequel ce Premier ministre-là s'est adressé aux autres autorités qui étaient, ont un peu embourbé l'essentiel de son message, qui était aussi un message de vérité, qui était un message presque identique que celui qui a été porté par le ministre Robert Doucet au nom du Togo. Donc je crois que globalement ce sont les deux vedettes de cette 77e session pour la jeunesse africaine, pour ceux-là qui se réclament d'un certain panafricanisme. Et puis on a vu toute l'effervescence qu'il y a eu sur les réseaux sociaux autour de ce discours-là. Donc c'est dire que aujourd'hui le Togo assume un peu cette position-là. Le chef de l'État togolais prend d'ailleurs des positions assez risquées par rapport à ce choix-là, parce qu'il faut que l'Afrique soit beaucoup plus respectée, il faut que l'Afrique soit traitée avec beaucoup plus de justice. Surtout avec beaucoup d'égards et de respect. Voilà, il faut que l'Afrique aussi trouve son compte dans tout ce qui se joue sur le plan international, où les gros intérêts se croisent, se font et se défont. Des combats se font sur des intérêts partisans, et on appelle l'Afrique à s'aligner derrière tout ça, alors qu'elle ne comprend rien, elle n'y gagne rien. Je crois que c'est une Afrique qui est en train
de se réveiller. Oui. C'est une Afrique qui est en train aujourd'hui de renaître, de diversifier ses partenariats aussi, pour ne plus se coller aux partenaires traditionnels, les occidentaux essentiellement, qui n'ont fait que l'exploiter pendant toute cette durée-là de ce partenariat, qui n'ont pas su garantir à l'Afrique sa place dans le concert des nations, et qui n'a pas su garantir les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a envie que tout cela change, et le président togolais aujourd'hui fait office de l'une des figures de proue de cette Afrique-là, qui souhaite vivement voir ses relations changer avec le reste du monde, et plus précisément les Occidentaux. Nous l'espérons et nous l'encourageons, et nous le félicitons aussi pour sa diplomatie rayonnante. Et on termine avec ce divers aussi. Il est triste, mais divers quand même. Il est 14h passé de 54 minutes à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Nous sommes au Burkina Faso, qui est sous les bruits des bottes depuis vendredi. Germain, un nouveau putsch vient de balayer le balayeur, soit 2 putschs en moins d'un an dans le même pays, comme ce fut le cas au Mali. Germain, il faut dire que les nuits et les jours des chefs d'État sont devenus de véritables cauchemars. Les bruits des bottes, même de leur propre garde, constituent des sources d'insomnie et de démangeaison psychologique. Alors, et pendant qu'on y est, c'est un autre qui a été tout puissant à son époque, dont on apprend le dépôt. Il s'agit de Dadis Issa Kamara, qui serait déposé dans une prison pour actes commis au cours de son règne. Mais jamais, alors c'est une culture qui est en train de s'enraciner dans nos États, la culture des coups d'État. Oui, malheureusement, ça nous ramène aux premières années des indépendances où le coup d'État se succédait, où les premiers présidents élus un peu partout en Afrique étaient victimes donc de coups d'État. Se sont succédés des régimes militaires pendant longtemps, avant que dans l'espace francophone, avec l'appel de la Baule, la démocratisation arrive dans les années 90, donc 30 ans après. Je crois qu'on revient un peu en arrière. On se retrouve un peu dans les années 60-70, où des militaires par endroits ont une envie de revenir au pouvoir et cherchent des arguments pour y revenir. Aujourd'hui, l'argument tout servi, c'est l'insécurité, l'incapacité de certains dirigeants à gérer la sécurité. On a vu les cas au Mali et au Burkina Faso. En Guinée, c'est autre chose. Il y a eu un mandat de trop. Finalement, le colonel qui arrive, lui, veut mettre de l'ordre dans le pays avant de partir. Il n'a pas envie de juste tirer une transition. Il veut s'offrir beaucoup plus de temps pour redresser ce qu'il pense qu'il faut redresser. Donc ça met en péril la démocratie dans nos pays. Les élections finalement n'ont plus de sens. Les populations ne désignent plus leur président si tant que la tendance arrive. Et on a vu aussi en Guinée-Bissau où il y a une tentative de coup d'État aussi qui a été déjouée, ce qui laisse dire qu'on a failli avoir 4 coups d'État donc dans notre espace en si peu de temps, en moins de 3 ans, et sur les 4 coups d'État, il y a eu encore 2 coups d'État dans les coups d'État, et donc c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, parce qu'on attend la démission de Damiba pour totalement boucler donc ce coup d'État. Et aujourd'hui c'est un jeune de 34 ans avec une licence en SVT qui fait à peine 6 ou 8 ans dans l'armée, qui va devenir chef d'État. Et vous voyez que c'est quand même assez triste pour l'Afrique. C'est vrai que certains s'en réjouissent,
Mais ils s'en réjouissent parce que c'est pas chez eux. Sinon, après les élections, la démocratie n'a aucun sens et les hommes en trahi vont revenir dans presque tous les pays, soi-disant pour remettre de l'ordre et la sécurité, alors qu'ils peuvent bien rester dans les camps et assurer cette même sécurité. Donc, nous assistons à l'émergence d'une classe de jeunes officiers qui ont envie de prendre les choses en main dans leur pays, et si ça continue, je crois que ça va être des jours assez sombres dans nos pays, parce que ça ne met pas en insécurité présentement le chef d'État, nos chefs d'État, parce que je le disais, à peine le bruit d'une porte, même de leur propre garde, constitue un cauchemar. Oui, mais si vous voyez en Guinée ce qui s'est passé, c'est pratiquement la garde d'Alpha Condé qui l'a évincé, parce que le colonel Doumbouya, c'est un officier que Alpha Condé a fabriqué de toutes pièces pour se garantir une sécurité, et qu'il a armé, qui l'a laissé bâtir, construire une unité d'élite qu'il croyait être à son service, et finalement c'est cette unité-là, dont certains des éléments le gardaient d'ailleurs, donc qui sont venus livrer la guerre à leurs compagnons, qu'ils ont envoyé là-bas pour le garder, et qui l'ont finalement déchu donc de ses fonctions. Donc c'est possible, c'est possible dans tous les États, mais je pense aussi que aujourd'hui c'est un peu plus difficile de faire un coup d'État et de diriger, parce que toute la communauté internationale, a commencé par les plus petites institutions régionales comme la CEDEAO jusqu'à l'Union africaine et l'ONU, vous serez amené à écourter, à faire une transition et à laisser donc les gens sont dans des aventures assez compliquées s'ils espèrent s'éterniser, faire un ou deux mandats à l'issue de coup d'État. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué qu'ils l'imaginent. Vu et constaté, donc nous allons suivre l'actualité pour voir ce que ça va donner les jours à venir. Est-ce que le Burkina Faso va sombrer dans une nouvelle phase d'insécurité, et comme le demandait quelqu'un sur un réseau, à qui le tour? Nous espérons que cette vague de coups d'État ou de putsch va s'arrêter pour que effectivement les peuples jouissent de leur gouvernance. C'est sûr, ce vieux constater donc que prend fin cette messe pour aujourd'hui, qui a failli capoter, n'eût été la bonne foi et surtout le bon vouloir de Germain Pouli, qui a dû faire diligence, bravant la pluie pour arriver. Il devait être avec Magloire Teko, mais empêché par la pluie, nous lui concédons cette absence, car ce n'est pas de ses habitudes. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Germain. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Mohamed Takaya, Emmanuel Lagou, et c'est Tchalim Alexandre qui vient assurer la relève de l'autre côté de la régie, sans oublier la charmante Cynthia Marguerite. Je vous souhaite une bonne fin et un bon début de semaine. Je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un, à l'honorable Noël Depoukoun, et à tous les élus du peuple qui ont pensé aux élèves et aux parents d'élèves dans les différentes localités par leurs dons en kit scolaire. Même si je n'ai pas été bénéficiaire, je leur suis très reconnaissant. Merci à l'équipe technique donc une fois encore. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Il y a deux voies par lesquelles on accède au pouvoir. L'une par les armes, l'autre par les forces, par la force. La première est propre. Je reprends cette pensée de Nicolas Machiavel. Il y a deux voies par lesquelles on accède au pouvoir. L'une par les armes et l'autre par les lois. La première est propre aux animaux et la seconde, c'est-à-dire celle par les lois, nous est commune en tant qu'homme. C'est de Nicolas Machiavel. Merci
et bonne méditation. Une fois encore, toutes nos excuses pour les butages que vous avez constatés liés aux conditions climatiques et tout ce qui pouvait intervenir. D'abord, l'émission a démarré très tard, et bien tout concourt au bien et au mal. Et à dimanche prochain.